Bonjour à toutes et tous, ravi de vous recevoir pour ce webinaire concernant le reporting extra-financier. Alors, ça fait partie d'une série de webinaires qu'on organise mensuellement chez Biomatitude. Voilà, on a commencé cette série en début 2022 avec 2023 pardon, avec des sujets comme l'approche RSE et les indicateurs financiers. Et puis, nous allons aborder aujourd'hui l'aspect plutôt réglementaire et surtout les incidences que ça a dans nos entreprises sur nos modèles d'affaires, à la fois dans les entreprises, quelle que soit leur taille et leurs activités. On va essayer de dérouler ça ici sur une petite heure. Laissons la place à vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat qui vous est proposé et puis on essaiera au mieux d'y répondre. Me présenter rapidement, Laurent Bazin, donc je suis expert comptable commissaire aux comptes, je dirige Axis Expert Conseil et Axaudit sont des structures d'expertise comptable et d'audit, comme leur nom l'indique, et puis Biomatitude, avec la particularité que nos structures sont entreprises à mission, membres de la communauté des entreprises à mission. Nous sommes aussi organismes tiers indépendants et depuis de nombreuses années engagés sur ces sujets de la RSE et de la réglementation en matière d'extra-financier. Pour commencer dans le vif du sujet, quelques petits focus sur l'historique de ces questions de reporting extra-financier. Remontant à 2001, la loi NRE qui précise ce qu'est le rapport RSE. Alors, au début, on est effectivement sur des données qui sont plutôt incitatives, indicatives et incitatives, et vous allez voir qu'au fil du temps, les choses se sont fortement renforcées. Déjà avec la loi Grenelle, qui était là aussi des lois plutôt incitatives, mais avec quand même cette notion d'organisme tiers indépendant, les OTI, qui effectivement ont pour objectif d'attester de l'existence de ces rapports RSE et puis aussi de leur sincérité. Et puis surtout, basculement avec la réglementation NFRD qui est venue s'appliquer de 2014 et cette réglementation vient s'appliquer en 2017 sur la France avec l'obligation d'aller sur ce qu'on appelle une déclaration de performance extra-financière. Donc on passe du rapport RSE à la déclaration de performance extra-financière. Et puis avec un renforcement à la fois du rôle du commissaire aux comptes et de l'organisme tiers indépendant, mais on reviendra très rapidement là-dessus tout à l'heure. Et puis 2022, eh bien la loi CSRD, la réglementation CSRD, dans le cadre du Pacte vert européen, avec cet objectif qui est la neutralité carbone en 2050, et surtout la prise en compte à la fois du risque social, sociétal, mais aussi de façon beaucoup plus marquante le risque climatique et de biodiversité, à la fois sur des aspects qui sont physiques, juridiques et financiers. Sur la DPEF, aujourd'hui, c'est encore la réglementation qui est applicable et qui est la seule applicable à ce jour. Ce que l'on peut dire, pour résumer un peu ce slide, c'est qu'effectivement, l'importance est réellement, et ce qu'on appelle les enjeux prioritaires, c'est vraiment de mettre en place une stratégie globale et cohérente liée à la RSE. Donc on passe un stade, on n'est plus sur des actions menées en fonction des opportunités et des choix faits par les entreprises, mais là on est vraiment dans la description d'une stratégie qui emmène là-dedans ce qu'on appelle le modèle d'affaires ou le business model, c'est-à-dire vraiment l'activité même de l'entreprise qui va être orientée, qui va être définie au regard de ses objectifs. La deuxième, c'est de lister les risques qui sont spécifiques à l'entreprise, risques sociaux, risques environnementaux. Et puis, le troisième axe qui est important, c'est de hiérarchiser les priorités d'action pour effectivement être en capacité de rendre compte sur les engagements pris en matière de RSE. Sur 4 axes, l'axe social-sociétal, que l'on connaît prioritairement souvent dans les entreprises, un axe qu'on connaît un peu moins bien, qui est l'axe environnemental et de biodiversité, beaucoup plus difficile à appréhender, le respect des droits de l'homme, et enfin la lutte contre la corruption, là aussi, qui sont des données européennes et internationales qui sont effectivement venues renforcer cette notion de déclaration de performance extra-financière. Sur cette déclaration, cette DPEF, qui est concernée, eh bien, les entreprises de plus de 500 salariés
et puis pour beaucoup d'entreprises nous concernant, c'est-à-dire les entreprises non cotées, qui dépassent un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. On s'aperçoit quand même pour autant que à la fois les PME, les ETI, qui ne sont pas forcément soumises à la déclaration de performance extra-financière, eh bien, ont mis en place cette déclaration de façon volontaire. Pourquoi? Eh bien, toujours comme je l'ai dit précédemment, pour ancrer la RSE dans une vraie stratégie d'entreprise, une vraie stratégie globale, et d'impacter à la fois les enjeux sociaux et environnementaux, en maîtriser un peu mieux les impacts en matière financière ou extra-financière. Et puis, est apparu aussi, eh bien, dans la enfin, non pas dans la réglementation, mais hors de la réglementation, dans les appels d'offres publics, voire dans les appels d'offres privés, ce qu'on peut appeler aussi les achats responsables, eh bien, une exigence en matière d'indicateurs. Et c'est vrai que de plus en plus d'entreprises, eh bien, ont cherché à organiser, à instruire et organiser les indicateurs extra-financiers. Alors, en pratique, quelles vérifications sont apportées? Je l'ai dit tout à l'heure, les commissaires aux comptes, donc les auditeurs dans les entreprises, eh bien, valident l'existence de cette déclaration de performance extra-financière pour les entreprises qui en sont obligées. Et puis, les organismes tiers indépendants qui sont eux-mêmes accrédités par le COFRAC, soit structure d'expertise comptable et d'audit, soit structure hors expertise comptable et audit, puisqu'on a dans les organismes tiers indépendants aujourd'hui, en fait, une plus large, entre guillemets, compétence à partir du moment où on est effectivement accrédité par le COFRAC, et viennent auditer les informations à la fois et émettent aussi un avis motivé sur la conformité et la sincérité des déclarations qui sont réalisées. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que vous verrez que, effectivement, dans les années qui viennent, il y aura un renforcement effectivement du contrôle qui va être effectué. Et justement, au-delà de la DPEF, eh bien, le pacte vert, ce qu'on appelle le Green Deal, eh bien, est venu renforcer l'encadrement juridique européen et donc, par transposition, la réglementation évidemment française. C'est une directive du 21 avril 2021. On commence à avoir un petit peu de recul d'ailleurs par rapport à cette réglementation, qui vient en fait renforcer la DPEF sur j'ai envie de dire, deux axes. Le premier, avec des informations qui doivent être comparables, ce qui était souvent ce qu'on reprochait à la DPEF, des informations qui étaient structurées dans les entreprises, mais assez peu comparables par activité, par secteur ou par entreprise identique. Donc, informations donc comparables, fiables, donc cette notion de fiabilité au-delà des contrôles qui étaient réalisés jusqu'à présent. Et puis, facile à trouver et à exploiter. Et ça, c'est vraiment une notion qui est assez nouvelle, cette notion de transparence qui vient s'inscrire dans cette démarche, dans cette directive CSRD, à la fois avec la mise en place d'un format digital qui va s'imposer à toutes les entreprises dont l'obligation sera de faire effectivement communiquer, de faire connaître leurs indicateurs. Et donc ça, c'est ce format digital va être effectivement effectué et réalisé sur le plan européen. Et puis la mise en place aussi de sanctions nouvelles qui vont apparaître pour renforcer encore cette obligation donc de directive européenne sur le reporting de durabilité des entreprises, ce qu'on appelle la CSRD. Quelles informations doivent être communiquées dans le cadre de cette CSRD? Eh bien, au-delà de ce qui était déjà présent dans la DPEF, c'est-à-dire que ça ne remet pas en cause toute cette logique d'appréciation du business model, de description de l'entreprise, de description de ses engagements sur le plan RSE, eh bien, on vient ici insister sur un certain nombre de points, dont cette notion de risque, qui est vraiment un point important, à la fois le risque lié à la durabilité, mais aussi le risque climatique qui pèse sur l'entreprise, et puis à la fois des mesures et puis des impacts qu'il faut déterminer sur chaque critère que l'on va analyser auprès de l'entreprise. Un point important aussi qui est renforcé par cette CSRD, c'est eh bien, cette notion de double matérialité. Qu'est-ce qu'on entend par double matérialité? On va s'arrêter 2 petites secondes sur ce sujet-là. Quand on parle de risques et d'enjeux, eh bien, à la fois, c'est les risques en interne, c'est-à-dire que c'est l'obligation de publier l'incidence eh bien, des questions de durabilité sur les résultats, la situation et l'évolution de l'entreprise. Donc, on est bien effectivement dans le sens de
l'impact qu'ont sur les entreprises les questions de durabilité. Et puis, inversement, cette obligation aussi de communiquer sur les incidences des activités sur la population et l'environnement, donc cette incidence externe que peuvent avoir les entreprises ou qu'ont les entreprises sur leur environnement. Et donc là, on est vraiment sur ces deux notions qui doivent transparaître dans l'ensemble des analyses de risque et dans l'ensemble des solutions, des mesures et dans l'ensemble des indicateurs qui effectivement doivent transparaître sur cette CSRD. On a aussi dans cette notion de reporting de durabilité un certain nombre de critères. Alors évidemment, je ne vais pas rentrer dans ce webinaire sur le détail de ces critères, mais on retrouve là-dedans des choses assez qu'on avait sur la DPEF, mais qui aujourd'hui sont beaucoup plus organisées, à la fois sur donc, les principes généraux de l'entreprise. Je reparle ici effectivement de leur business model, leur stratégie, leur organisation, ce qu'on appelle la gouvernance, l'analyse de la matérialité, c'est-à-dire effectivement quels sont les grands enjeux de l'entreprise, et puis une organisation par thématique, où on retrouve des choses comme le changement climatique, la pollution, la biodiversité, la communauté affectée, c'est-à-dire les parties prenantes, les travailleurs dans la chaîne de valeur, les salariés, etc. Et donc tout ça est organisé et va effectivement permettre justement cette comparabilité entre les entreprises et dans les secteurs d'activité. En conclusion, sur cette CSRD, à qui elle s'adresse et vous voyez effectivement là, on a descendu significativement les seuils pour les entreprises non cotées, puisque c'était un peu l'enjeu, sachant qu'aujourd'hui, je vous rappelle, pour les entreprises non cotées, on était sur des seuils de 500 effectifs de 500 personnes et de plus de 100 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, dans cette nouvelle organisation, à partir de 2025, pour les entreprises qui rentrent dans cette obligation, on est sur un seuil de salariés de 250, donc c'est le seuil des ETI, un chiffre d'affaires supérieur à 40 millions d'euros et un total bilan à 20 millions d'euros. À partir du moment où on dépasse deux de ces trois seuils, on a une obligation de communication de ce reporting extra-financier à partir du 1er janvier 2025. Pour les entreprises qui étaient déjà concernées par la NFRD, les nouvelles règles s'appliquent à partir du 1er janvier 2024, c'est-à-dire demain. On voit que pour les PME cotées, donc celles qui sont effectivement en dessous de ces seuils, mais qui sont cotées, il n'y avait pas d'obligation jusqu'à présent. Maintenant, il y a une obligation à partir de 2026, entre 2026 et 2028. Et pour les PME non cotées, donc en dessous des seuils et non cotées, ça reste bien sûr volontaire. Donc l'obligation, il n'y a pas d'obligation de déclaration de reporting de durabilité, mais on comprend bien que effectivement les entreprises vont être de plus en plus sollicitées, à la fois, je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre des appels d'offres publics ou privés, ou dans le cadre des achats responsables, c'est-à-dire quand vos clients vous demandent évidemment une transparence sur ces indicateurs RSE ou plus largement ces indicateurs de durabilité. On va aller un peu plus loin maintenant sur la notion de taxonomie environnementale. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce sujet-là, ou taxonomie verte. Voilà, on a plein d'appellations autour des couleurs, de la couleur verte. Pareil pour le Green Deal qu'on cite ici, qui est aussi le pacte vert européen. L'idée, c'est quoi ici? C'est de désigner un classement des activités économiques, des activités dans des entreprises, donc des activités économiques durables, c'est-à-dire les activités qui luttent contre le dérèglement climatique. Voilà. Donc on est sur une classification complémentaire à la CSRD, qui est le règlement donc, de la taxonomie et qui touche les entreprises qui vont devoir identifier à la fois quelles sont leurs activités économiques durables, et on va le voir aussi ici tout après, voire des activités habilitantes ou transitoires. Sur les activités durables, comment on classifie ça? En fonction de 6 objectifs qui sont ici mentionnés, dont les 2 premiers ont fait l'objet d'actes délégués, c'est-à-dire d'actes descriptifs de ce que l'on attend des entreprises sur ces sujets-là. À la fois ce qu'on appelle l'atténuation, c'est-à-dire on parle souvent aussi de l'ERC, c'est-à-dire éviter, réduire, compenser, qui est vraiment l'objectif principal si on veut arriver à cet objectif européen de réduction, de neutralité carbone à horizon 2050. Évidemment, l'atténuation est l'objectif prioritaire.
Le deuxième objectif, c'est l'adaptation au changement climatique. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement, le rapport de synthèse du GIEC, donc le groupement intergouvernemental d'experts sur le climat, qui est sorti cette semaine, met en évidence que l'objectif de croissance, d'augmentation de 1,5 degré du climat, sera de toute façon dépassé, quelles que soient les activités, quelles que soient les mesures prises dès à présent. Et donc, l'adaptation fait partie évidemment des objectifs prioritaires pour ce Green Deal européen. On a donc les activités dites durables, qui doivent évidemment être déclarées en tant que telles, mais également les activités, donc je l'ai dit, habilitantes, c'est-à-dire celles qui permettent à d'autres activités de contribuer à ces objectifs, ou transitoires, dans le cas où effectivement on est sur des activités qui ne sont pas durables, mais pour lesquelles on a une réduction de l'impact environnemental qui est mise en place avec des alternatives produits ou des alternatives métiers. Donc, on a effectivement 3 catégories d'activités. Et si on veut rentrer encore un petit peu plus loin, et j'en resterai là évidemment après, c'est effectivement la classification des entreprises par rapport à ça. Et donc là, on a ce qu'on appelle les codes NAS, qui est c'est la boussole de la taxonomie qu'on retrouve sur le site de l'Union européenne, et qui vient préciser, un peu comme le code NAF-APE que l'on connaît bien ici en France, qui vient préciser quelles sont les activités qui sont durables, puis par contagion, entre guillemets, les activités habilitantes ou les activités transitoires. Sachant que pour être éligible, la règle de base qui prévaut, c'est que les activités qui sont dites durables, elles doivent contribuer à un ou plusieurs objectifs dont j'ai cité tout à l'heure, dont les 2 premiers sont l'atténuation et l'adaptation, les autres arriveront dans la foulée. Ne pas porter préjudice aux autres objectifs, ça paraît presque évident, mais c'est mieux de le dire. Avoir effectivement rentré dans les considérations de l'OCDE sur les droits de l'homme, et puis être conforme à l'examen technique, c'est-à-dire les seuils de performance qui ont été fixés sur un plan environnemental. Pour ce faire, pour ces entreprises-là, les indicateurs ont été précisés par les actes délégués sur cette fameuse taxonomie environnementale, avec 3 indicateurs principaux. Ce qu'on appelle le pourcentage de chiffre d'affaires vert sur un total de chiffre d'affaires, c'est-à-dire en fait la mise en évidence de ces fameuses activités dites durables. La deuxième, c'est ce qu'on appelle les CAPEX, c'est-à-dire les dépenses qui sont éligibles, liées à ces activités éligibles, et donc qui doivent aussi être mentionnées sur la totale des CAPEX de l'entreprise. Et puis enfin, les OPEX, c'est-à-dire l'ensemble des coûts directs qui sont affectés à ces entreprises, afférents à ces activités, qui doivent être ramenés à l'ensemble des coûts de l'entreprise, ce qu'on appelle le pourcentage OPEX vert, qui est le 3e indicateur qu'il faut préciser. Donc, voilà, donc vous retrouvez bien ici, ces indicateurs qui ont été fixés dans le cadre de l'acte délégué, même l'article 8 de cet acte délégué, et qui vont effectivement rentrer dans ces obligations. Je rappelle que les seuils effectivement de la taxonomie seront les mêmes que ceux de la CSRD. Pour l'instant, c'est encore 500 effectifs, 500 personnes, mais évidemment, vont basculer sur ceux de la CSRD à partir de 2025. Alors, quand on dit tout ça, on dit « oh là là, ça ne nous concerne pas » ou « ça nous concerne peu ». Et en fait, mon propos ici, c'est bien de dire que cette réglementation que l'on a rapidement déroulée ici, peuvent aussi être l'objectif à la fois d'opportunités, soit d'un point de vue social, avec la volonté de créer, de dynamiser sa marque employeur sur ces aspects de durabilité. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est évident que c'est une opportunité pour beaucoup d'entreprises de se poser la question de la stratégie RSE, de voir comment effectivement cette stratégie a une incidence à la fois sur les salariés et comment les salariés peuvent participer à cette stratégie dans le cadre de l'entreprise. Et puis la deuxième chose qui est importante,
C'est aussi une opportunité sur les aspects environnementaux, puisque ça permet de traiter à la fois des sujets liés à l'alimentation, à la mobilité, au bien-être, au biomimétisme même, et donc effectivement d'ancrer dans la stratégie d'entreprise une véritable stratégie de durabilité, et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit son secteur d'activité, et quel que soit évidemment les engagements qu'elle prend. On n'est pas obligé d'être entreprise à mission pour se sentir concerné par ces sujets-là, mais évidemment, c'est un chemin, une démarche qui est importante, à la fois de prise de conscience de sa maturité en matière de RSE, métier que réalise Biome au quotidien, à la fois dans cette analyse de matérialité, à la fois l'analyse de la formation de l'ensemble des équipes pour aller vers cette démarche RSE, et puis d'entraîner aussi l'ensemble des équipes et les parties prenantes sur ce qu'on appelle une stratégie RSE. Voilà l'objectif qui peut être alloué aux entreprises qui ne sont pas soumises à cette réglementation, mais je l'ai dit, qui seront de toute façon soumises de façon indirecte si elles ne sont pas d'une façon directe avec les seuils qui ont été fixés. Ce qui m'amène à faire un petit focus sur la loi Pacte. Alors, je ne l'ai pas cité dans les différentes, dans la chronologie tout à l'heure, hein, mais la loi Pacte, c'est 2019. Et cette loi Pacte, eh bien, elle vient renforcer, entre guillemets, non plus sur l'aspect réglementaire, même si c'est une loi, comme son nom l'indique, mais surtout sur l'aspect incitatif et sur l'aspect de l'organisation de la RSE dans le cadre même de l'entreprise. Voilà. Et donc, pour les entreprises qui veulent aller plus loin dans la démarche de retranscription ou de définition de leur stratégie RSE, eh bien, la loi Pacte peut être une étape intéressante qui passe par, j'ai envie de dire, 3 stades, hein, ou trois stades dans la démarche. La première, c'est bien de mesurer, je l'ai dit, sa maturité RSE, c'est-à-dire de prendre conscience de sa responsabilité sociétale et environnementale, qui touche à la fois l'aspect social et l'aspect environnemental, voire aussi l'aspect gouvernance, qui est un sujet important dans le cadre de nos entreprises. Et donc, évidemment, cette RSE a été consacrée par la loi dans l'article 133 du Code civil. La deuxième étape, c'est de définir sa raison d'être, c'est-à-dire effectivement, et de l'intégrer ou pas d'ailleurs dans ses statuts, mais en tout cas de bien comprendre que ce qui fait l'entreprise, ce n'est pas seulement la recherche de profit et l'association dans ce cadre-là, mais c'est bien sûr l'ensemble des enjeux sociaux et environnementaux, et donc de réfléchir dans ce cadre-là au pourquoi son entreprise existe et comment elle peut faire face demain aux échéances et aux enjeux qui sont les siens. Et puis la troisième étape consacrée par la loi, qui est l'entreprise à mission, donc la définition de la mission, qui vient renforcer cette thématique-là avec l'engagement pris par l'entreprise d'inscrire durablement dans ses statuts sa raison d'être, mais au-delà de ça, d'y inscrire aussi des objectifs et des enjeux qui soient sociaux et environnementaux. Cette entreprise à mission s'organise autour de 4 piliers. La mission, je viens d'en parler, donc c'est une véritable boussole stratégique, c'est-à-dire où je vais, comment j'y vais et quels sont mes impacts sur mon environnement. Quand je dis mon environnement, c'est à la fois l'environnement social et l'environnement écologique, et donc l'ensemble du vivant, pour faire plus général. La notion d'engagement, c'est-à-dire que quels sont les objectifs opérationnels que je vais mettre en place, comment va s'organiser cette démarche d'impact. L'impact aussi en matière de gouvernance, avec l'importance qui a été mise bien sûr sur la gouvernance d'entreprise au sens gouvernement d'entreprise, mais de façon plus large avec le pilotage de cette mission, à la fois soit par un référent mission si l'entreprise est de moins de 50 personnes, mais au-delà, sur la création du comité de mission. Et j'ai envie de dire que même pour les entreprises de moins de 50 salariés, souvent, celles qu'on accompagne, eh bien on leur suggère ou on leur recommande effectivement de passer sur cette notion de comité de mission qui est plus riche, plus dense, même s'il y a toujours un salarié de l'entreprise, mais qui peut être aussi ouvert à l'extérieur, à des compétences extérieures. Et puis enfin, l'évaluation. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous parlais de l'organisme tiers indépendant. Là, on est sur la notion de organisme tiers indépendant à mission, l'OTI à mission, qui vient contrôler la réalité des engagements pris par l'entreprise avec une périodicité de 24 mois et qui organise effectivement
qui permet de structurer avec le comité de mission l'avancement des engagements et des enjeux de l'entreprise. Ce qui m'amène, l'OTI aussi contrôle bien sûr les indicateurs, ce qui m'amène à faire un focus sur les différents indicateurs que l'on trouve aujourd'hui dans les structures que l'on audite ou que l'on accompagne, avec toujours cette réflexion qu'on peut mener sur la pertinence des indicateurs. Je pense que c'est vraiment le sujet. On sait qu'aujourd'hui, on a parfois des batteries, on a des déclarations de performance extra-financière de plusieurs dizaines de pages, et on se demande vraiment où sont les indicateurs pertinents, où sont les indicateurs qui réellement sont en phase avec la stratégie de l'entreprise. Et donc là, ça permet effectivement de faire ce focus, de se dire attention, que nos indicateurs soient vraiment des indicateurs à la fois d'équilibre, donc de cohérence par rapport à la stratégie, d'anticipation, puisque on voit bien qu'effectivement, les engagements pris en matière de RSE ont un impact à long terme sur les entreprises, donc vraiment qu'on se positionne non pas sur du court terme en répondant à des obligations réglementaires, mais plutôt sur du long terme, sur une anticipation aussi de ce qu'on pourrait mettre en place dans les entreprises demain. Et enfin, des indicateurs d'alerte. On l'a vu tout à l'heure, à la fois, on peut avoir des incidences, l'entreprise a bien sûr il y a des conséquences de l'environnement, de l'impact du réchauffement climatique ou des impacts de la biodiversité sur l'entreprise, et inversement, quels sont les impacts de l'entreprise sur cet environnement. Et donc forcément là, une réflexion sur ces notions d'impact et ces notions de risque juridique, risque financier, risque social. Quelques exemples d'indicateurs que l'on peut prendre sur les critères donc aussi bien environnementaux, sociaux, de gouvernance. Alors, on a bien sûr toute la partie de gestion des déchets, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, on en reparlera aussi tout après, de la prévention durable des risques de catastrophes industrielles. Sur les aspects sociaux, on va au-delà du respect de la réglementation. Il est évident que le respect de la réglementation ne fait pas partie des engagements RSE. C'est un minimum qu'on doit demander évidemment aux entreprises. Mais là, on est sur justement aller au-delà sur ces engagements, aussi bien en matière, on dit, par exemple, de handicap, d'action de travail, de formation du personnel, etc. Et puis sur la gouvernance, avec un certain nombre aussi là, d'objectifs, tels que la lutte contre la corruption, qui sont rappelés dans toutes les obligations réglementaires, la transparence des rémunérations, la relation avec les actionnaires, la direction, le conseil d'administration et j'ai envie de dire un peu plus largement l'ensemble des comités de direction qui sont aujourd'hui de plus en plus ouverts sur les salariés ou sur les parties prenantes. Voilà. À titre d'exemple, quelques exemples d'indicateurs, mais je passe rapidement là-dessus. Deux indicateurs que l'on utilise, nous, de façon récurrente chez Biome, qui sont à la fois le pourcentage économique local, c'est-à-dire que c'est un indicateur un peu plus, j'ai envie de dire, un peu plus macro, qui explique où va l'argent du client de l'entreprise concernée, à la fois l'argent qui engage l'entreprise dans des démarches territoriales, dans la mise en valeur du patrimoine, dans des démarches d'achat responsables, dans les achats locaux, et puis plus globalement sur la mutualisation des ressources et des services partagés entre entreprises. Et puis, le deuxième, l'empreinte de développement durable, ce qu'on appelle aussi, ce qu'on appelle nous notre pourcentage biome développement durable, c'est quoi? Eh bien, c'est comment est recyclé, alors comment est recyclé d'un point de vue évidemment environnemental et social, l'argent, donc le chiffre d'affaires de l'entreprise. À la fois, donc tout à l'heure on a vu l'aspect territorial, là on est sur un aspect territorial et durable, et donc on va aller rechercher effectivement dans les différentes dépenses et dans le fonctionnement de l'entreprise et dans les engagements pris par l'entreprise, quelles sont la réalité, où est la réalité des engagements pris et des objectifs qui sont à atteindre, aussi bien dans la gestion de la biodiversité, dans la réduction des consommations énergétiques, par exemple, dans la démarche numérique responsable, dans la mobilité, qu'on aurait pu citer ici, avec des actions de mobilité qui sont mises en place dans les entreprises, auprès des collaborateurs et auprès de leurs clients. Le troisième indicateur qui nous paraît important, c'est cette notion de bilan carbone, c'est-à-dire la mesure, le classement, la mesure des postes d'émission en matière de gaz à effet de serre.
Alors, je vais être assez rapide sur le sujet. Évidemment, ça peut faire l'objet ça fera l'objet d'un webinaire un peu plus long, mais sans rentrer trop dans le détail. Ce qui est important de rappeler sur le bilan carbone, d'abord, ça ne mesure qu'une partie des émissions qui ont un effet sur le réchauffement climatique et les émissions de gaz à effet de serre, hein, mais c'est quand même la partie, cette notion de carbone est la partie principale des incidences qu'on a pu relever. Ce qui est important dans cette notion de bilan de gaz à effet de serre, c'est de pouvoir à la fois bien comprendre justement ces enjeux d'émissions. La deuxième chose, c'est de pouvoir structurer une politique environnementale dans l'entreprise, c'est-à-dire emmener avec soi à la fois ses collaborateurs, ses clients, ses partenaires, ses fournisseurs, sur une démarche construite avec des objectifs qui permettent d'avoir un réel impact sur les émissions qui sont produites par l'entreprise. La réglementation bilan carbone, quand même, petit rappel, hein, elle s'applique pour l'instant aux entreprises, aux personnes morales de droit privé de plus de 500 salariés. Alors, je dis bien personnes morales parce qu'on oublie assez régulièrement que les associations sont concernées, celles de plus de 500 salariés, et doivent évidemment émettre ce fameux bilan carbone avec un renouvellement, d'ailleurs une mise à jour tous les 4 ans, qui est évidemment pour nous un maximum, parce que quand on s'engage dans ces démarches responsables, on est plutôt sur des bilans carbone que l'on réalise, si ce n'est tous les ans, au moins tous les 2 ans. Je ne vais pas m'étendre sur ces notions, mais ce qui est important peut-être de retenir ici, c'est qu'on est dans ce qu'on appelle une granularité qui est importante, c'est-à-dire qu'on n'est pas que sur les aspects financiers versus consommation carbone et donc contrepartie CO2, hein, tonne équivalent CO2, mais on va être sur une granularité qui va nous permettre de mesurer à la fois de façon très concrète les consommations d'énergie, les consommations liées à la mobilité, les consommations liées à la production, évidemment pour les entreprises industrielles, ou aux différentes activités pour les entreprises de négoce ou les entreprises de services. Ce qui est intéressant quand même de rappeler ici dans les obligations, c'est qu'il y a une publication auprès de l'ADEME sur une plateforme informatique qui a été développée à ce titre, hein, et qui pousse les entreprises aujourd'hui, alors celles qui ont l'obligation de faire un bilan carbone ont évidemment obligation de publier leur bilan carbone sur l'ADEME, mais celles qui ne l'ont pas peuvent le faire aussi de façon tout à fait volontaire. Là aussi, on incite au maximum les entreprises dans cette démarche de réalisation de leur bilan carbone et de communication des éléments auprès du public, sachant que ce qui est intéressant dans les bilans carbone, vous doutez bien, c'est bien sûr la variation d'un bilan à l'autre, hein, c'est-à-dire effectivement de pouvoir mesurer les impacts des mesures prises à évidemment effectif constant ou à chiffre d'affaires constant pour comparer des choses comparables. On entend aussi, et c'est important de rappeler, hein, il y a toujours cette notion de scope quand on parle de bilan carbone. Alors, ce n'est pas toujours très clair, mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on envisage, nous, quand on établit chez Biome des bilans carbone, de ne pas s'arrêter au scope 1 ou au scope 2, mais d'aller jusqu'aux 3 scopes, parce que le troisième est souvent révélateur de la réelle dimension d'émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise. Sur le scope 1, on est bien sur les émissions qui sont produites directement par l'entreprise, hein, donc c'est effectivement la consommation d'énergie fossile. Sur le scope 2, on va être quelque chose de déjà un peu plus large, c'est-à-dire que c'est toutes les autres consommations de fluides, hein, c'est-à-dire la chaleur, la vapeur et le froid. On est sur des choses qui sont plus larges, effectivement, quand l'entreprise produit ou achète de l'énergie. Et puis enfin sur le scope 3, qui est évidemment pour nous le plus important, le plus intéressant d'ailleurs à creuser, hein, qui va intégrer à la fois les émissions générées par les fournisseurs, mais aussi le transport des salariés entre le lieu de vie et le lieu de travail, et puis évidemment après au sein du lieu de travail auprès de la clientèle, et puis après toutes ces notions de recyclage, de fin de vie des produits, voilà. Donc toutes ces énergies, toutes ces sources de consommation, ce que je parlais tout à l'heure de granularité, c'est-à-dire qui vont nous permettre d'affiner l'analyse qui est faite sur le bilan carbone et de mieux comprendre les enjeux et de pouvoir effectivement mettre en place une réelle stratégie qui soit adaptée.
Je voulais conclure cette intervention avec une ouverture à l'avenir, ou un peu de prospective sur ce qu'on appelle la comptabilité intégrée. Rappeler qu'effectivement, il a été plusieurs fois suggéré que dans la comptabilité des entreprises, au-delà du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, eh bien, soient mentionnés ces fameux indicateurs extra-financiers, d'où l'importance du rapport extra-financier que l'on lit de plus en plus avec ces éléments des comptes annuels, mais avec cette frustration que effectivement les comptes annuels ne reflètent pas les réels engagements en matière de responsabilité sociale et environnementale. Et donc, d'où les travaux actuels sur la comptabilité intégrée. Alors, sur le plan international, les choses avancent. Sur le plan européen, c'est toujours un peu plus compliqué, ça avance, mais c'est un peu long. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de méthode commune. Et donc, tout le monde y va un petit peu de ses indicateurs et de son approche, ce qui ne permet pas, là encore une fois, de la comparabilité ou des éléments de fluidité et de communication, mais qui a pour but de faire avancer quand même les entreprises sur cette réflexion de se dire, quand je produis un article ou un produit, quand je produis un service, quel est mon impact, quels sont mes impacts en matière individuelle et collective sur les enjeux que sont les miens sociaux et environnementaux. Et donc, il y a effectivement plusieurs méthodes qui existent aujourd'hui, avec cette volonté d'aller plus loin encore sur cette approche. Voilà pourquoi ce petit focus sur la comptabilité intégrée. Voilà pour cette présentation. Alors évidemment, encore une fois, succincte et rapide du format de ce webinaire. Je vais évidemment maintenant me tourner vers vous en regardant s'il y a quelques questions à la fois sur le chat peut-être, et puis alors sur le chat, il n'y en a pas. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des sujets que vous voulez approfondir, c'est tout à fait le moment. Je suis à votre disposition. Alors, pas de questions. Bah, écoutez, on a été relativement clair s'il n'y a pas de questions supplémentaires. Ou en tout cas, que les différents sujets que nous avons traités, qui ne sont pas toujours faciles à appréhender, feront l'objet de webinaires complémentaires. Je vous rappelle qu'on est sur un cycle, de webinaires qui nous emmène sur un ensemble de données, dont effectivement tous les enjeux RSE, mais aussi les enjeux de bilan carbone et en fait l'ensemble de la réglementation qui est assujettie. Sachant que l'on aura aussi dans le mois qui vient un webinaire sur l'entreprise à mission. Voilà ce que je pouvais vous présenter ce jour. Écoutez, merci du retour. Merci Mélanie de ce retour. Et puis, écoutez, bonne fin de journée et au plaisir de vous retrouver. Merci.